C'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Autrice pour la jeunesse, Flore Vesco est avant tout une amoureuse des mots et de la langue française. Elle n'a pas son pareil pour jouer avec eux et nous embarquer dans des histoires singulières et originales. Qu'il s'agisse de revisiter les contes ou de sortir des sentiers battus, sa plume fait mouche. À la librairie, l'équipe jeunesse aime ses romans, ses idées audacieuses et son humour piquant. Véronique Girard est éditrice à l'École des loisirs. Romans, albums, clubs de lecture, une maison d'édition qui publie pour les jeunes lecteurs qui deviendront grands. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Flore Vesco et Véronique Girard. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre une autrice et son éditrice, aujourd'hui avec des contes qui sont revisités avec une certaine gourmandise, et c'est ce que vous nous proposez, Flore Vesco. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est très bien dit. Alors, je vous propose ça, une revisite de contes avec gourmandise. Bravo. Voilà. Parce que vous êtes l'autrice de plusieurs livres, dont L'estrange malaventure de Mirella, et puis récemment de Dore et d'Oreiller, qui sont à lire à partir de 13 ans aux éditions de l'École des loisirs. Nous entendrons tout à l'heure votre éditrice Véronique Girard. Dans le premier que j'ai cité, vous réinventiez l'histoire du joueur de flûte de Hamelin qui a emmené les enfants loin du village. Et puis dans le second, Dore et d'Oreiller, vous revisitez, c'est pour ça que j'utilisais ce terme de revisitation, La princesse au petit pois, ce conte d'Andersen dans lequel un prince savait qu'il avait une princesse quand celle-ci avait mal dormi sur une dizaine de matelas sous lequel il avait glissé un petit pois, puisque bien entendu, il n'y a qu'une princesse qui peut sentir et être gênée par ce petit pois. Vous en faites une autre histoire pour proposer en tous les cas la vérité, explorer avec gourmandise ce qui se passe derrière et puis prolonger aussi l'histoire. Qu'est-ce que vous trouvez, Flore Vesco, aux contes tels qu'on les racontait pour les réécrire à votre goût? Alors, les contes, c'est quelque chose qui me plaît et qui est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, le conte, c'est une culture partagée. J'ai plus l'âge de mes lecteurs. En revanche, quand j'évoque Le Petit Chaperon Rouge ou Barbe Bleue, je sais qu'ils ont la référence. Ce qui n'est pas le cas de plein d'autres références que eux pourraient avoir et que moi, je n'ai pas. Et c'est une référence que du coup, qui nous rejoint. C'est un clin d'œil que je peux leur faire. L'autre chose vraiment très intéressante des contes, c'est que vous avez parlé de réécriture, revisitage, et c'est exactement ça. Le conte, c'est une matière souple, en fait, qui se prête très très bien à la réappropriation. Et je les prends et je les coule rien que dans le moule du roman, donc ça suppose de faire plein de modifications, parce qu'on part d'une histoire très très courte pour en faire un roman. Donc c'est ça, ce deuxième point, ce côté souple qui permet d'en faire un peu ce qu'on a envie. Le conte, il a toujours été pensé comme ça, hein, de toute façon. On le raconte, on rajoute des événements si on a envie, on le raconte à sa manière. Une histoire que l'on connaît par Disney, c'est déjà des réadaptations, des réécritures exactement. Par rapport à Grimm, Perrault, Andersen et les autres. C'est ça. Et le dernier point hyper intéressant du conte, c'est qu'un conte... c'est un iceberg. Le haut, c'est vraiment l'histoire qu'on connaît tous. Mais en fait, il y a plein de latences dans un conte. Il y a beaucoup plus que l'histoire qui est racontée. Alors, on connaît bien évidemment, par exemple, toutes les interprétations psychanalytiques des contes. Mais il y a aussi tout ce qu'on a pu y mettre enfant, parce que c'est des choses qu'on nous a racontées enfant et puis qu'on a revues ensuite adultes, etc. Donc le conte, il a ça. Il a toute cette partie immergée. Et justement, précisément, dans Le joueur de flûte ou dans le conte de la princesse au petit pois, je trouvais qu'il y avait beaucoup de latences intéressantes à exploiter. Qu'est-ce qu'il doit y avoir quand même cependant dans un conte pour qu'il devienne votre histoire? Parce que tous les contes ne vous inspirent peut-être pas de la même manière. Non. Et justement, c'est là où ça va jouer sur lesquels m'ont marqué dans mon enfance. Moi, j'avais découvert Le joueur de flûte d'Hamelin dans sa version noire, avec la fin où tous les enfants sont noyés dans la rivière. Et je trouvais ça aberrant. Ils n'ont rien fait, ces braves enfants. Donc, ça m'avait énormément marqué. Et puis, alors, La princesse au petit pois, je l'ai lu. Enfin, j'ai pas le souvenir que ça m'a énormément marqué, en fait. La princesse au petit pois, j'ai un regard plus adulte dessus. Je trouve fascinant. C'est pas le conte le plus populaire d'Andersen. On connaît mieux La petite sirène que La princesse au petit pois. Ouais, déjà. Mais du coup, c'était pas mal, parce que ça permettait de s'intéresser à quelque chose qui a pas été, justement, réécrit et réinventé 20 000 fois. Donc, je partais aussi sur un terrain un peu plus vierge.
Mais il y avait aussi simplement ça. Cette histoire, elle est à nouveau très étrange. Le coup du petit pois, il est bizarre. Et puis il y a plein d'images hyper intéressantes dans ce conte. Il y a ce lit comme objet central de la quête d'amour, qui est évidemment quelque chose dont on a envie de s'emparer en disant ah tiens, c'est pas par hasard si c'est un lit. C'est beaucoup plus suggestif qu'un anneau ou une pantoufle de verre. Et puis il y a cette hyperbole de l'hypersensibilité féminine qui là aussi est très intéressante, en particulier. Moi je fais des histoires qui ont souvent un petit versant féministe, et du coup je trouvais intéressant que ce soit ça, ce soit une fille hypersensible qu'on met dans un lit. Il y avait quelque chose là à creuser. Oui, parce qu'on peut pas dire que dans certaines réécritures des contes, les filles et les femmes aient été bien servies. C'est ça aussi qui vous a intéressé pour leur redonner une dimension. Ici, c'est une mère de famille qui envoie ses 3 filles éprouver les tests que propose le Lord et son fils. Et puis il y a aussi leur domestique qui y va, mais d'autres contes comme par exemple La Belle au bois dormant, enfin on occulte la fin, qui est quand même un viol puisqu'elle naît avec un enfant. Voilà, on voit bien souvent que les femmes sont passives dans les histoires. Là, vous avez voulu renverser ça, ou en tout cas leur redonner plus de place, plus de profondeur. Oui, après là, je m'inscris dans une tendance qui beaucoup l'ont fait avant moi, et ça se fera encore aussi beaucoup, je pense, dans les années à venir. En gros, c'est certain, la place des personnages féminins dans les contes, elle est, oui, vous l'avez dit, les femmes sont souvent passives. On nous a beaucoup vanté cette passivité, en plus, ce côté, voilà, les qualités des héroïnes de contes, c'est ça, c'est cette capacité à attendre, à se plier, à obéir, à faire ce que la fée nous a dit, contrairement à l'autre, la méchante sœur qui a voulu éviter la corvée. Voilà. Donc ça, c'est certain, mais bon, c'est parce que les contes nous viennent d'une certaine époque. Et c'est vrai que toutes les réécritures de contes qu'on a eues ces dernières décennies, parce que ça fait un bout de temps qu'on en a, même dans l'album, ça fait longtemps qu'on a, et on nous remet toujours des princesses beaucoup plus actives, beaucoup plus. Donc ça, c'est vrai que ça a été beaucoup fait, et c'est chouette que ce soit fait. Mais là, vous avez eu l'envie de jouer avec ces personnages féminins, Flore Vesco, dans D'or et d'oreiller, parce qu'elles sont nombreuses. Il y a les 3 filles de Madame Watkins, il y a leur domestique, il y a la voisine aussi. Vous avez voulu jouer aussi avec une galerie de personnages féminins qui ne se ressemblent pas les unes les autres. Oui, alors certaines le sont par cupidité, d'autres par amour, d'autres par hasard. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que je procède beaucoup comme ça, notamment parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je pars de ce conte et de ces latences que j'ai envie d'exploiter. Et donc, je me retrouve très vite, quand je construis l'histoire, avec un thème qui va être ça, le rapport au corps, la sensibilité, et du coup aussi la relation amoureuse, qu'est-ce que c'est que de se demander c'est quoi un garçon et de le découvrir. Et donc, à partir de là, je vais avoir tendance, effectivement, à, par exemple, avoir un personnage qui serait l'incarnation de ce qu'il vaudrait mieux pas faire, et puis au contraire l'héroïne qui elle va oser faire ceci ou cela. Donc c'est vrai que je me retrouve avec ensuite un panel de personnages qui incarnent différentes réactions à tel ou tel challenge, thème, etc. Et il y a la même chose pour les mères d'ailleurs dans D'or et d'oreiller. Il y a beaucoup de mères. Ouais. Et elles sont toutes. Enfin, je vois très bien par exemple que la mère de l'héroïne, elle est là pour faire un contrepoint positif à la mère. Alors je spoil un peu si je développe, mais il y a une mère vraiment affreuse, et donc je voulais pas ne montrer que cette mère-là, en fait. L'idée, c'était ça. Donc, et il y a un panel de mères. Il y a aussi la mère, celle dont vous avez parlé au tout début, Madame Watkins, qui a ses 3 filles à marier. Bon, c'est pas un modèle de mère, mais d'une certaine manière, voilà, elle est pas non plus. C'est pas un horrible personnage non plus. Non. Elle correspond finalement au Lord et au fils du Lord qui font tout par stratégie et qui oublient peut-être un peu ce qui est du sentiment et de l'ordre de l'amour. Oui. Et puis, elle est le produit de son époque. Elle sait très bien que c'est à peu près la seule chose qui peut arriver de bien à ses filles, de faire un bon mariage, et elle veut que ça leur arrive. Donc, bon, on peut la comprendre. Elle est affreuse, mais on comprend les motifs derrière ses actions. Mais donc, du coup, voilà, c'est vrai que je me retrouve souvent à décliner un chemin possible à tel ou tel enjeu narratif dans 2 ou 3 personnages différents. Alors, il y a ces femmes, il y a ces hommes, et puis vous l'avez dit aussi, Flore Vesco, dans D'or et d'oreiller, il y a cette époque, puisque vous avez choisi de ne pas actualiser l'époque. On est dans une époque, une bonne société bourgeoise et noble, peut-être anglaise, enfin
tout à fait anglaise. Tout à fait anglaise. Je veux dire, une époque qui n'est pas complètement déterminée. Pourquoi vous avez eu envie de jouer justement avec ces codes-là? Alors, l'époque, elle est déterminée, en fait. Elle est même très bien déterminée grâce à mon éditrice, on pourra en parler, mais toutes les petites erreurs que j'ai pu faire sur l'époque, elle me les a corrigées. Donc, j'espère qu'on est à peu près... donc ça se passe en 1813 dans le nord de l'Angleterre. Après, évidemment, l'histoire va doucement basculer dans le fantastique. Donc ce n'est pas un roman historique, mais il y a un cadre situé, ancré, et qui était intéressant parce que donc c'est très inspiré de ce côté-là de Jane Austen, même si à nouveau après, comme je disais, on bascule dans le fantastique. Et ce qui me plaît dans Jane Austen, c'est le fait que les relations entre hommes et femmes, elles sont très très codifiées. Il s'agit de regarder qui a combien de rentes et en fonction de ça, peut-être qu'on peut aller lui dire bonjour ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que on peut prendre le contre-pied de ça. La relation amoureuse que je vais tisser dans le roman, elle est entre deux personnages qui sont à deux extrêmes totalement, et c'est un problème des deux côtés en fait. Ils vont se chercher et essayer de comprendre comment interagir. Parce qu'ils ont cette barrière-là. C'est pas Roméo et Juliette de famille qui ne s'aiment pas, mais c'est deux milieux sociaux qui ne se rencontrent pas a priori dans cette époque-là. Voilà. Et du coup, elle se méfie de lui, à juste titre, et lui il s'imagine qu'il peut sauter la barrière d'un coup sans le moindre problème, alors qu'en fait non, et il va finir par le comprendre. Donc voilà, c'est situé en partie parce que ça me permettait d'exploiter cette barrière sociale entre les deux personnages dans leur relation amoureuse et les faire évoluer de ce côté-là. Comment est-ce que cela a conduit, transformé votre écriture? Parce que dans le précédent, L'Étrange Malaventure de Mirella, vous jouiez aussi avec une langue qui était plus ancienne. On était dans l'époque médiévale, ici au 19e pour Dore et d'Oreiller. Et on entend, les musiques sont différentes, les styles sont différents. Pourquoi ça vous est important aussi d'adapter votre écriture à l'époque et au contexte et à l'histoire? Alors j'aime bien faire ça. D'abord, je bâtis un plan, je construis mon histoire, et puis à un moment, quand je vois à peu près ce que je vais raconter, je me demande comment je vais le raconter. Et il me semble logique, en tout cas dans ma façon de faire, de pas raconter de la même manière telle ou telle histoire. Donc L'Étrange Malaventure de Mirella, ça se passait au Moyen-Âge, et j'avais vraiment envie de donner cette couleur comme ça ancienne au texte. Et donc, assez naturellement, je suis allée puiser dans tous ces mots archaïques pour avoir comme ça cette musique très vieillotte donnée au texte qui me plaisait énormément. C'est pour ça que je parlais au tout début aussi de revisiter des histoires avec gourmandise. On sent que la gourmandise... c'était la gourmandise des mots. Elle est dans l'histoire, mais aussi dans la manière de la raconter. C'est vrai. Et... Bon, alors 19e, il n'y a pas un si gros écart de langue de toute façon, même si ça serait possible de donner une petite couleur 19e, mais là, la langue ressemble beaucoup à la nôtre, on peut être à peine un peu plus soutenu. Et puis surtout, le challenge stylistique de Dore et d'Oreiller, il n'était pas de ce côté-là, selon moi. C'était vraiment cette histoire de sensualité et de la relation amoureuse et de comment est-ce qu'on va raconter aussi une initiation à la découverte du corps. Et ça, c'est très très difficile à raconter en fait. Donc il y a un vrai challenge stylistique, notamment au niveau du lexique. Et le lexique, c'est un peu mon fer de lance en fait. Je joue beaucoup sur ça, sur le choix des mots. Quand il s'agit de raconter des caresses ou des choses comme ça, on se retrouve très vite bloqué par ça, par quel type de vocabulaire est-ce que je vais pouvoir employer. Et on n'a pas 36 000 options. Soit on rentre dans, par exemple, un vocabulaire anatomique et ça donne tout de suite un côté scientifique, savant, enfin c'est étrange. Soit on emploie des mots vulgaires et c'était pas du tout, je pense, vers ça que moi j'allais. On est vite bloqué en fait. On manque d'un vocabulaire neutre ou neutre en fait, tout simplement, pour raconter ces choses-là. Et du coup, je me suis dit puisque j'ai pas les mots, je vais m'intéresser à ça, à cette absence, qui là aussi est intéressant stylistiquement. Et donc dans le roman, il y a d'une part des jeux avec ce vide, donc les jeunes filles qui emploient ça, par exemple, le pronom indéfini, ou 3 petits points de suspension parce qu'elles n'osent pas employer le mot. Parfois aussi moi-même, j'ai mis une ellipse, par exemple, ou j'ai mis un blanc, et on passe au chapitre suivant, et donc au lecteur de remplir ce qui s'est passé sur cette page blanche.
Et puis, sinon, j'ai eu recours à plutôt de l'implicite, donc des métaphores, des images, pour raconter ce qui se passe, mais sans le raconter exactement. Et ça, c'était du coup mon challenge stylistique pour ce roman-là. Pour un roman comme le précédent, Florvesco, qui est adapté à une catégorie d'âge, on est à partir de 13 ans et plus, même les adultes évidemment peuvent le lire sans difficulté, et eux aussi avec gourmandise. Ça veut dire quoi pour vous écrire pour cette tranche d'âge-là? Est-ce que sur le vocabulaire, ce que vous pouviez dire, est-ce qu'il vous a fallu penser au lecteur? Alors j'ai pensé au lecteur dans les deux, mais différemment. Pour L'Estrange Malaventure de Mirella, j'avais truffé le texte de mots d'archaïsme et de mots anciens, et à un moment je me suis demandé si c'était pas un frein à la compréhension de l'histoire. Alors sachant que je milite très fort pour ne pas faire du mot qu'on ne connaît pas un obstacle. Pour moi, un mot qu'on ne connaît pas, c'est une trouvaille et pas un problème, pas une difficulté. Et je me déplace beaucoup dans les classes et je tiens beaucoup ce discours-là aux élèves que je rencontre. Mais on sent l'ancienne professeure de français. Ouais, et puis aussi justement, moi enfant, j'ai lu comme ça. J'étais pas spécialement une très très bonne lectrice ou une très grande lectrice ou une lectrice très aguerrie, mais quand je lisais, j'ai le souvenir d'avoir lu justement par exemple Tristan et Iseult et de m'être dit c'est super bizarre, mais d'avoir adoré cette bizarrerie. Et donc voilà, et pareil de m'être plus tard mise à l'anglais en comprenant un mot sur 3, mais ça me gênait pas et j'allais pas chercher ces mots-là et j'étais pas bloquée par ces mots que je comprenais pas, juste intriguée et voilà. Donc je pense qu'on peut avoir un rapport à ce qu'on ne connaît pas qui n'est pas forcément chargé de douleur. Donc du coup, d'avoir employé certains mots archaïque dans L'Estrange Malaventure de Mirella ne me semblait pas un obstacle. En revanche, j'avais conscience que j'avais souvent employé des verbes ou des adverbes et là, on rentre dans réellement une difficulté de compréhension plus forte que quand c'est un nom ou quand c'est juste de changer l'ordre des mots. Et donc, j'étais quand même un minimum inquiète sur la lisibilité du texte. Et il se trouve que, donc, comme je viens de dire, je rencontre beaucoup de jeunes lecteurs et j'avais une magnifique bêta-lectrice qui s'appelle Elina Chantreau, que je salue ici, et que j'avais rencontrée il y a 4 ans au Mans lors d'un prix et qui avait continué à m'écrire et du coup on avait commencé à tisser une relation comme ça à distance en s'envoyant des mails et à chaque fois qu'elle lisait un de mes livres elle me le commentait entièrement page à page et donc je me suis dit Elina qui maintenant est en 3e me fera ce travail merveilleusement bien et donc elle m'avait je lui avais envoyé le manuscrit et je lui avais juste demandé de me surligner à chaque fois qu'elle comprenait pas. Pour L'Estrange Malaventure de Mirella je me suis inquiétée du lectorat mais vraiment de ce côté-là, du côté du lexique ancien. Pour D'or et d'oreiller, c'est vraiment autre chose. Je me suis à un moment posé la question de jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller dans ce qu'on raconte selon l'âge du lecteur. Sauf que, en gros, je me suis posé cette question très tôt, à un moment où j'avais pas encore choisi qu'est-ce que je raconterais exactement et comment je le raconterais. Et donc je me suis dit, si je me pose cette question maintenant, je vais m'auto-censurer ou me mettre des barrières, alors que le but, c'est de raconter la meilleure histoire possible en fonction de ce vers quoi je veux aller. Du coup, je me suis dit, je mets cette question de côté, je ne m'en préoccupe pas, je cherche ce qui narrativement est nécessaire de raconter pour que l'histoire se tienne, et si au final l'histoire, le produit fini est par exemple très cru, ça sera peut-être pour de l'adulte ou peut-être n'importe, mais pour le moment je ne me préoccupe que de raconter moi mon histoire au mieux avec mes capacités, et ensuite je regarderai le produit fini pour qui il est. Et il se trouve que très vite, je suis arrivée à cette impossibilité lexicale, à ce choix de l'implicite et de la métaphore. Et du coup, quand j'ai regardé le produit fini, je me suis dit, en fait, d'une part, c'est une initiation, parce que c'est ça que j'avais envie de raconter. Et dès qu'il s'agit de parler de sensualité ou de rapport au corps, mais sous l'angle de l'initiation, je pense que c'est parfait pour de jeunes lecteurs. Et puis, pour des lecteurs... ados. Pas forcément, voilà, c'est ça. Pour qui cette question d'initiation est et intéressante. Voilà.
Et puis, justement, ce recours à l'implicite, en fait, il fait un filtre de lecture. Donc, si le livre tombe dans les mains d'un lecteur, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, ce n'est pas du tout la question, mais qui n'a pas envie de comprendre ce qui se passe, il le comprendra pas en fait. Parce qu'il y a aussi ce truc merveilleux de quand on lit, on met ce qu'on a envie dedans. Moi, je suis fascinée par ça, par des lectures que certains lecteurs font de mon livre on dirait qu'on n'a pas lu la même histoire. Voilà. Et donc, je me suis dit, ça, c'est parfait. Chacun, il comprendra ce qu'il a envie en fonction de son état, de ce à quoi il est prêt à entendre. Alors, dans cette série de podcasts, Flore Vesco, on s'intéresse aussi à la relation que les auteurs entretiennent avec leur éditeur, ici Véronique Girard, que j'interrogerai dans la deuxième partie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre éditrice ? Alors, il y a cette jeune femme à qui vous confiez le texte. L'éditrice arrive en second ? Alors, Elina n'a relu que L'Estrange Malaventure de Mirella. D'accord. Elle n'avait pas relu mes précédents romans chez Didier Jeunesse, elle n'a pas relu Dor et d'Oreiller. Et c'était vraiment spécifiquement parce qu'il y avait cette difficulté lexicale que je voulais tester sur une lectrice de 14 ans, en fait. Même en plus, elle était plus jeune parce qu'elle a sauté quelques classes. Donc ça, mon éditrice malheureusement n'a pas 13 ans, donc elle pouvait pas le faire et donc je voulais vraiment ça. Pour ce texte spécifiquement, il me fallait, je pense, un lecteur jeune juste pour tester le lexique. Donc de manière générale, qu'est-ce que vous c'est mon éditrice qui lit la première fois le manuscrit, sinon. Et c'est essentiel parce que surtout c'est un recul déjà. Moi, au moment où je le rends, j'ai le nez dedans, ce qui m'empêche totalement de voir n'importe quel problème qu'il peut y avoir, je peux pas le voir en fait. Vraiment, je suis trop plongée dans l'histoire et je manque de recul pour le faire. Et puis justement, ça va permettre aussi toutes ces questions-là, celle que j'abordais tout à l'heure à qui c'est destiné. Si j'ai pu me décharger de cette question au tout début, c'est parce que je me suis dit, j'ai écrit l'histoire au mieux que je peux, et puis mon éditrice me dira pour qui c'est, me dira si il y a des choses à changer aussi en fonction de ça. Et elle peut le faire en fonction du lectorat, mais aussi en fonction du genre aussi, parce que moi je fais des choses où ça part un peu dans tous les sens aussi au niveau du genre. C'est souvent là, par exemple, Dor et d'Oreiller, on a dit un peu de Jane Austen, il y a aussi un peu de fantastique, et puis finalement ça parle de sensualité, ça c'est ni du fantastique ni du Jane Austen. Enfin, j'ai tendance à faire des choses qui sont un peu des pots pourris. Et là aussi, savoir si le mélange a pris, moi j'ai aucun moyen de le savoir, et il me faut une personne capable d'évaluer ça. C'est le regard extérieur, mais est-ce que c'est aussi un travail qui va vous amener à changer le texte ? Est-ce qu'il y a des allers-retours ? Alors, on n'en a pas beaucoup fait. En l'occurrence, même avec mes précédents romans, je fais partie de ce cas bizarre où moi, j'ai pas eu encore à retravailler un texte en termes de... J'ai jamais eu à changer des épisodes. Voilà. Le jour où il faudra le faire... ça va être du boulot pour moi parce que j'ai jamais fait. Mais moi, la première page, il faut souvent la reprendre. Voilà. J'ai du mal à rentrer immédiatement dans l'histoire ou voilà. Donc j'ai très souvent réécrit, même à chaque fois, je crois. Je pense que j'ai presque toujours dû reprendre la première page. Ça, c'est une constante. Je suis nulle pour trouver le titre aussi. Voilà, il y a quelques trucs comme ça où je me décharge beaucoup sur le travail éditorial qui sera fait après. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu à remanier une histoire pour le moment. Alors, vous touchez du bois, voilà. Dor et d'Oreiller n'est pas le premier livre que vous publiez à l'École des Loisirs. Pourquoi est-ce notamment à cet éditeur que vous avez envoyé quelques-uns de vos textes ? Alors en fait, mon tout premier éditeur c'est Didier Jeunesse parce qu'en fait c'était les seuls qui m'avaient répondu positivement quand j'inondais la France de manuscrits par la poste. Et ensuite Véronique Girard, mon éditrice à l'École des Loisirs, est venue me voir et j'ai trouvé que elle avait très très bien compris mes livres. J'ai trouvé aussi, elle m'a recommandé des livres que j'ai trouvé merveilleux après coup. Donc je me suis dit, c'est difficile en fait de trouver ça. Ça a l'air très anodin en fait, ce que je viens de pointer, mais c'est difficile de trouver cette concordance de lecture. Je sais pas si j'ai bien les mots pour l'exprimer, mais je sais pas comment dire. En gros, j'ai un goût spécifique, je sais ce que j'aime, ce que je veux faire, ce vers quoi je veux aller. Tout le monde ne le partage pas.
Et quand je rends mon manuscrit, il faut que la personne, je crois, elle ait ce même goût, parce que peut-être que ce vers quoi je vais aller, j'y suis pas arrivée à 100%, et il faut qu'elle aussi, elle puisse le voir pour pouvoir me dire exactement ceci ou cela. Et pour ça, il faut trouver une personne qui a cette concordance dans le goût. Et il m'a semblé que Véronique Girard l'avait. D'où mon passage à l'école des loisirs. Voilà, mais est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes une lectrice de l'école des loisirs? Est-ce que ça veut dire aussi, complètement. Flore Vesco, que vous avez eu l'impression d'entrer dans une maison d'édition qui vous nourrit aussi, hein? Oui. Après, en plus, moi, je suis une lectrice historique. Enfin, je lisais l'école des loisirs étant enfant. Alors après, enfant, on regarde pas le nom des maisons d'édition, même si la couverture comme ça blanche était reconnaissable. Donc j'ai ce souvenir très clair d'avoir lu pas mal de choses de l'école des loisirs et d'avoir adoré ça. Donc oui, complètement. On peut retrouver donc notamment votre dernier livre en date, D'or et d'oreiller, paru donc dans la collection Medium Plus de l'école des loisirs, dont va nous parler dans un instant votre éditrice Véronique Girard. Flore Vesco, merci à vous. Merci. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère se poursuit en votre compagnie. Véronique Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice à l'école des loisirs et c'est donc vous qui éditez Flore Vesco et notamment pour son dernier livre en date, D'or et d'oreiller, dont elle nous a parlé il y a un instant, cette réinterprétation, réécriture de La princesse au petit pois, le conte d'Andersen. Elle nous a parlé aussi de la manière dont vous travaillez ensemble. Alors comme il se trouve que vous êtes dans la même pièce, vous avez entendu Flore Vesco. J'aimerais entendre votre point de vue sur ce travail, c'est-à-dire en dehors de la première page, je caricature volontiers, en dehors de la première page, il y a visiblement pas beaucoup à retoucher ensuite du texte. Non, j'aurais bien aimé vous faire croire que j'avais entièrement réécrit cette histoire, mais par honnêteté, et notamment parce que Flore est là, je ne peux pas me le permettre. C'est vrai que Flore fait partie des auteurs et autrices qui envoient un manuscrit qui semble déjà tellement parfait qu'il n'y a rien à retoucher. Ça tient aussi au fait que l'intrigue elle-même est extrêmement bien structurée, les épisodes s'enchaînent clairement, etc. Donc, ça incite à avoir une lecture au premier degré. C'est-à-dire que je suis embarquée dans une histoire, j'ai juste envie de tourner les pages. Après, je suis quand même éditrice, sinon je ne serais pas là. Donc, il y a quand même un dédoublement de la personnalité qui me permet de remarquer que de temps en temps, il y aurait peut-être un petit truc à couper, un petit truc de traviole, mais franchement, pas grand-chose. Du détail, alors. Voilà, du détail. Ensuite, il y avait effectivement cet aspect, ça n'est pas un roman historique, mais il se passe effectivement. Voilà, ouais, mon erreur. Donc c'est 1813 en Angleterre et Flore Vesco a bien dit que c'était vous, Véronique Girard. On ne peut pas raconter n'importe quoi, même s'il y a une licence poétique qui permet d'envisager que les baignoires ont un tout à l'égout en Angleterre en 1813. Bon. Moi, je me suis dit, de toute façon, les Anglais étaient très en avance voilà. en matière de propreté. Non, la seule chose qui nous est donnée du fil à retordre, enfin, quand je dis nous, je veux dire que moi, je pose la question, je soumets un problème et Flore, c'est à Flore d'y répondre. Donc, c'était pas un très gros fil à retordre. C'était dans le prologue, effectivement, ce fameux début qui était à la fois... Alors, juste pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu, c'est pas tout à fait l'histoire, c'est l'histoire avant l'histoire, voilà, le début et la prologue, fin. voilà. C'est une personne qui va raconter l'histoire que l'on va suivre ensuite. Et ce prologue était à la fois merveilleux et en même temps, il manquait peut-être des fils pour le renouer à l'histoire principale. Et donc, Flore avait proposé pas mal de choses. Et puis à chaque fois, je disais, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait... Ça se passe en 1813, mais Andersen, à l'époque, il avait 7-8 ans. Et aucun d'entre eux n'a pu lire La princesse au petit pois. Et c'était juste un petit détail, du chipotage, mais quand même. Et c'est comme ça que Flore a imaginé que toute cette histoire est racontée par une mère à sa fille, mais elle le tient elle-même de sa propre mère. Et on renoue comme ça, c'était formidable, parce qu'on renouait comme ça avec le conte qui, par définition, se transmet de génération en génération et d'adulte à enfant, d'enfant, etc. Par l'oralité, effectivement. Voilà. Mais je reviens sur cette précision géographique et historique 1813 en Angleterre. Pourquoi
cette année-là aussi précise? Alors, je peux répondre même si c'est pas moi qui. En fait, c'est l'année de la parution d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est une période assez tranquille dans ce village d'Angleterre, donc ça permettait aussi à Flore de se concentrer sur ce drame qui se nouait sur un petit coin, un petit village trempé par la pluie, sans avoir besoin de se référer à la grande histoire. Voilà. Alors, ce que nous disait aussi Flore Vesco tout à l'heure, c'était la question du vocabulaire et la question de la sensualité. Jusqu'où aller, jusqu'où laisser l'imaginaire du lecteur aller ou ne pas aller. Là, en tant qu'éditrice, Véronique Girard, quelle est votre fonction là-dessus? Vous voulez me parler de la loi du 16 Je n'allais juillet pas jusque-là, 1949. voilà, sur qui protège les mineurs. Je n'allais pas jusque-là, mais j'allais sur la question du vocabulaire, sur la question de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, la question peut-être plus intime du rapport du lecteur au texte. Alors, c'est vrai que c'est un texte sensuel, mais Flore l'a écrit pour de la jeunesse. Donc je pense qu'elle aurait écrit un texte, même avec la même histoire, bien différent voilà, pour des adultes. Effectivement, pour un jeune lecteur, c'était très important de ne pas aller au-delà de ce que le lecteur aurait voulu lire. Il faut qu'il y ait forcément une surprise, une liberté, etc. Mais enfin, sans pour autant, l'objectif n'était pas de choquer ni quoi que ce soit. Là, franchement, la question ne s'est jamais posée. Cette fameuse loi, elle protège les mineurs de la pornographie, mais pas de la sensualité, quand même, sinon la littérature ne servait pas à grand-chose. Et puis, c'est vrai, c'est un des enjeux de ce texte, c'est de montrer aussi que les filles ont des désirs et que ces désirs ne sont pas soumis à ceux des garçons. Ça a l'air, voilà, on est au XXIe siècle et pourtant, ça reste important non pas de le dire, mais de le montrer à travers une histoire. Ce qui me permet de vous interroger justement sur peut-être pas encore la ligne éditoriale de l'École des loisirs, mais sur la manière dont les histoires reflètent ou anticipent ce qui est dans les débats de société. Parce qu'évidemment, cette histoire-là, la manière dont vous venez de l'exprimer, Véronique Girard, elle renvoie aux débats récents depuis 2-3 ans, depuis MeToo et autres. Est-ce que une bonne partie de votre roman, comme ça, vous vous sentez en prise avec l'actualité sans forcément que ce soit frontal? Oui, ce ne sont pas forcément des thématiques, mais les auteurs, les autrices sont forcément des éponges. Ils vivent dans ce monde, donc voilà, ils retransmettent une vision du monde à travers leurs histoires, y compris celles qui semblent se passer très loin de nous. Mais est-ce que vous voyez quand même certaines années des thèmes qui sont extrêmement présents dans les textes qu'on vous propose, davantage que les autres années, davantage que d'autres thèmes? Oui, mais ça ne vient pas forcément ça vient souvent des auteurs non professionnels. Ah oui. En ce moment, par exemple, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de manuscrits, ça a été beaucoup dit, on reçoit beaucoup plus de manuscrits que d'habitude. Le confinement, il y en a beaucoup qui ont écrit. Ouais. Voilà, et beaucoup ont écrit aussi sur le confinement sous des formes, donc ce sont des poules qui se confinent, ce sont des... voilà. Flore rigole, car je sens que je viens de lui donner une idée. Il y a des contes, hein, voilà. Je n'avais pas pensé aux poules. Ah ouais. Quand on associe la poule et l'or, je crois qu'on arrive sur un conte. Voilà comment se fait le travail éditorial. Mine de rien, j'insuffle. Effectivement, je viens d'en perdre une vie. Je ne sais pas d'où elle vient. En fait, quand c'est frontal, ça ne donne pas toujours les meilleurs romans. Enfin bon, il y a sûrement plein de romans qui prouveraient le contraire de ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi laisser la part à l'imaginaire, la part à la fantaisie, qui vous est importante pour vous, Véronique Girard. Bien sûr, oui, c'est une affaire de transformation. C'est-à-dire que si les auteurs étaient capables de raconter des histoires d'une façon aussi banale que les non-professionnels, on ne les publierait pas. Non, évidemment, ce que l'on recherche tous en tant qu'éditeur et en tant que lecteur, c'est une histoire qui sorte de l'ordinaire, qui vous montre le monde comme vous ne l'avez pas vu. Et tout le monde ne peut pas le faire. Absolument. Ça veut dire quoi pour vous être éditrice pour la jeunesse ? C'est peut-être pas tout à fait la même manière qu'être éditrice pour le tout public, en fait. Parce qu'il souvent dans les romans jeunesse, il y a une question d'identification, une question d'accompagner les transformations de l'âge. Alors,
Oui, non, enfin, je pense qu'il y a évidemment des différences entre la littérature vieillesse et la littérature jeunesse. C'est sûr. Alors, la première différence, c'est l'âge du héros, qui est souvent à l'âge du lecteur, mais Doré d'Oreiller C'est pas trop, prouve ouais. le contraire. Donc, comme d'habitude, en littérature, toutes les règles sont faites pour être transgressées, du moment que c'est bien fait. Il y a quelque chose dont je suis sûre, en revanche, c'est que le niveau d'exigence est le même que l'on s'adresse à des jeunes lecteurs, quel que soit leur âge, et à des adultes. Je pense que, en ce sens, il n'y a pas vraiment de différence entre la jeunesse et l'adulte. Ensuite, oui, je pense que les auteurs... À l'école des loisirs, il y a des auteurs qui écrivent aussi bien pour des ados que pour des très C'est Éric jeunes. Pessan, ou pour notamment. des adultes. Voilà, oui, quelqu'un comme Marie Desplechin. Il y a surtout beaucoup de romans qui peuvent être lus par des adultes, même s'ils ont été écrits pour des gens plus jeunes. Par exemple, ceux de Flore Vesco. Voilà. Mais oui, parce que enfin, l'école des loisirs n'est pas le seul à le faire, évidemment, mais parce que les auteurs ont une voix singulière qui touche les adultes. Et aussi parce que, en jeunesse, il faut bien dire que on ne rigole pas avec l'histoire, quoi. Il faut une histoire qui soit bien ficelée, qui soit prenante, Ça n'empêche pas de publier des romans intimistes. Voilà, il peut y avoir une aventure intérieure, mais enfin, c'est vrai que les histoires sont peut-être plus présentes. C'est un des critères les plus importants lorsque l'on publie. Flore Vesco nous a parlé tout à l'heure aussi du fait qu'elle avait publié d'abord chez un autre éditeur et que c'est vous qui êtes allé la chercher. En quoi elle vous semblait adaptée ou à quoi elle vous semblait être une autrice qui pouvait correspondre à l'identité de la maison d'édition de l'école des loisirs? Je n'y ai pas réfléchi, j'ai juste lu et j'ai foncé. Je me suis dit, mais en jeunesse, souvent les auteurs ont plusieurs éditeurs. J'ai remarqué qu'elle n'en avait qu'un et je me suis dit, il faut que l'école des loisirs soit le deuxième. Et après, on arrête. Non, enfin, voilà. Non, je plaisante, mais voilà, donc c'est vraiment... Je n'ai pas réfléchi, il n'y avait pas de démarche marketing ou je ne sais quoi, c'est juste en tant que lectrice, je me suis dit, waouh. Et donc je l'ai un peu pourchassée, je dois dire. Très élégamment, jusqu'à m'apercevoir que tout simplement, elle avait un site sur lequel je pouvais envoyer un message. Et donc, comme la fan de base que j'étais, j'ai envoyé ce message et elle a répondu. Ça a marché. Ouais. Voilà. Comment est-ce que vous définiriez la ligne éditoriale de la maison d'édition l'école des loisirs, ou au moins la collection dans laquelle elle est publiée, Medium Plus? Alors, nous, on s'adresse à des ados. Ouais. C'est tout simple. Après, je pense que oui, toutes les maisons d'édition ont quand même une ligne éditoriale, qu'elle soit vraiment formalisée ou pas. Nous, on cherche des textes littéraires, c'est vrai, avec vraiment ces voix singulières dont je parlais, même si on n'est pas les seuls. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui se remarque, qui saute un peu aux yeux. Ensuite, pendant longtemps, l'école des loisirs a publié assez peu de textes imaginaires de français. Il y en avait, mais voilà, assez peu. Et la littérature imaginaire, c'est une littérature qui est très codifiée. Ceux qui ne font que ça, et les lecteurs, enfin ça n'est pas du tout une critique, les lecteurs recherchent ça, veulent retrouver un certain type de héros, vivant un certain type d'épreuves. Voilà, tout est pas déjà écrit, mais il faut que ça corresponde. Et comme nous ne sommes pas spécialistes à l'école des loisirs de littérature imaginaire, on cherche au contraire ce qui va défier. Dans le roman de Flore, on découvre de multiples influences et même si évidemment ça répond à des codes, il y a une héroïne qui n'est pas en détresse, qui est suffisamment forte pour surmonter des épreuves, voilà, mais comme dans plein d'histoires. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de références, tellement de façons de lire son roman. On parlait de Jane Austen, mais il y a Mary Shelley, mais on peut aussi chercher dans le cinéma, on peut chercher Psychose sans révéler l'histoire.
On peut évidemment, alors tous les contes, on a cité Andersen, mais il y a aussi les contes de Perrault, il y a aussi les contes des Mille et une nuits, il y a des contes d'origines diverses. Donc tout ça avec tout ça, elle fait quelque chose d'extrêmement personnel et qui ne ressemble à quasiment aucun autre roman imaginaire. Donc l'idée générale, voilà, c'est qu'on sorte plutôt, on fait un pas de côté par rapport à de la littérature imaginaire classique. Voilà, ça s'appelle d'Oreiller, le livre, le roman de Flore Vesco que vous publiez dans la collection Médium Plus de l'École des Loisirs, Véronique Girard. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. À bientôt.